La forêt noire, en Allemagne, est un lieu de contes et de légendes, un labyrinthe de ravins profonds et de sapins majestueux. Ces sentiers, comme le célèbre Schluchtensteig, promettent l'aventure, mais cachent aussi des secrets anciens. C'est ici, en septembre 2020, que Scarlett Salis, une randonneuse expérimentée de 26 ans, est venue chercher la solitude et la beauté sauvage. Elle documentait chaque étape de son voyage de 119 km, partageant la sérénité de la nature avec ses proches. Mais le 10 septembre, alors qu'elle entamait la dernière partie de son périple, le silence s'est installé. Un silence absolu et terrifiant. Une caméra de surveillance l'a filmé une dernière fois, puis plus rien. Scarlett s'est volatilisée. Comment une femme si préparée et pleine de vie a-t-elle pu disparaître sans laisser la moindre trace dans cette forêt dense et indifférente? Si vous voulez percer les mystères des affaires non résolues, aimez cette vidéo, commentez avec vos théories et abonnez-vous à Traces perdues. Votre soutien est notre plus grande richesse. Le matin du 10 septembre 2020, une tranquillité trompeuse régnait sur la petite ville de Totmos, un de ces villages pittoresques de la forêt noire où le temps semble s'écouler plus lentement. Pour Scarlett Salis, cette journée devait marquer l'apogée de son aventure, la dernière ligne droite d'un trek de 119 km qui avait testé ses limites et nourri son âme d'aventurière. À 10h11 précise, son image a été figée pour l'éternité par l'œil froid et objectif d'une caméra de surveillance d'un supermarché. On la voit, calme et méthodique, acheter quelques provisions pour les 22 km qui la séparent de son but, la ville de Verre. Elle apparaît comme n'importe quelle autre randonneuse, concentrée, préparée et seule. C'est la dernière preuve tangible de son existence, le dernier point sur la carte de sa vie. Car après cet instant, le fil de son histoire se rompt de manière nette et inexplicable. La piste des preuves devient glaciale. Le silence s'installe, un silence profond et déroutant, comme si la forêt elle-même, avec ses arbres centenaires et ses secrets bien gardés, avait décidé de l'engloutir. Scarlett, que sa famille décrivait comme une personne d'une fiabilité à toute épreuve, s'est volatilisée. La veille, le 9 septembre, elle avait encore partagé des photos via WhatsApp, des clichés de paysages grandioses et de son sourire radieux, témoignant de son bonheur. Le contraste entre cette communication chaleureuse et constante et l'abîme silencieux qui a suivi est d'une brutalité inouïe. Ce vide a donné naissance à un mystère qui, des années plus tard, continue de planer sur la région, transformant un lieu de beauté naturelle en une scène de crime potentiel, un paysage de deuil et de questions lancinantes. Pour comprendre l'énigme de sa disparition, il est essentiel de comprendre qui était vraiment Scarlett Salis. À 26 ans, elle mesurait 165 cm, était de corpulence mince et avait de longs cheveux blonds foncés, éclaircis aux pointes. Le jour de sa disparition, elle portait un sac à dos de trekking rouge vif de la marque Osprey, un détail qui deviendra un symbole poignant de sa présence évanouie. Elle transportait également une tente grise et portait des chaussures de randonnée de taille 36. Mais ces éléments ne sont que l'enveloppe extérieure d'une femme définie par une soif inextinguible d'aventure et une force de caractère peu commune. Cette expédition dans la forêt noire n'était en réalité qu'un plan B, un lot de consolation face à un rêve bien plus grand. Scarlett avait initialement prévu de passer une année entière à voyager à travers l'Asie. C'était le projet de sa vie, une aventure pour laquelle elle avait travaillé sans relâche, mettant de côté une part importante de ses gains pour constituer la richesse nécessaire à son indépendance. Ce voyage représentait un investissement personnel et financier considérable. Mais après seulement quelques semaines sur le continent asiatique, la pandémie de Covid-19 a déferlé sur le monde, mettant un terme brutal à ses plans et provoquant un séisme dans l'économie mondiale, notamment dans le secteur du tourisme. Contrainte de retourner chez elle, en Rhénanie du Nord-Westphalie, son esprit nomade n'a pas tardé à chercher de nouveaux horizons. Loin de se laisser abattre, elle a immédiatement cherché une autre aventure, plus proche de chez elle. Peu de temps avant son départ pour la forêt noire, elle avait accompli avec sa mère un exploit remarquable, les 779 km du chemin de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. C'est au cours de ce pèlerinage qu'un autre randonneur lui avait vanté les mérites du Schluchtensteig,
semant ainsi l'idée de sa dernière et funeste expédition. Son père, Ralph Salis, a livré le témoignage le plus éclairant sur sa personnalité. Bien qu'il l'ait prénommée Scarlett en l'honneur de l'héroïne d'Autant en emporte le vent, tous ses proches l'appelaient Scully. Ce surnom était une référence directe à l'agent Dana Scully de la série culte The X-Files, un personnage célèbre pour sa rationalité, son courage et son approche scientifique des mystères. La raison de ce surnom, expliquait son père avec une fierté teintée de tristesse, était simple. Scarlett n'avait peur de rien. Cette intrépidité, cependant, était toujours tempérée par une solide expérience, créant une dualité fascinante qui se trouve au cœur même de cette affaire. D'un côté, son immense expérience de la randonnée rend la thèse d'un simple accident, causé par une erreur de navigation ou un manque de préparation, hautement improbable. Cela donne un poids considérable aux théories suggérant une intervention extérieure, un acte criminel. D'un autre côté, cette nature audacieuse et sans peur indique une propension à prendre des risques calculés pour vivre des expériences uniques. C'est cette facette de sa personnalité qui a nourri une autre hypothèse. Joschka Hackl, l'homme qui allait devenir la figure de proue des recherches civiles, a été particulièrement marqué par une photo découverte sur le compte Instagram de Scarlett. Le cliché la montrait assise au bord d'une falaise vertigineuse en Thaïlande, un vide impressionnant sous ses pieds. Pour Hackl, cette image était une révélation. Scarlett était le genre de personne capable de s'écarter délibérément d'un sentier balisé pour capturer la photo finale spectaculaire. Ainsi, son propre caractère a dessiné les contours de l'énigme, donnant naissance à deux scénarios plausibles, mais radicalement opposés. Celui d'une randonneuse chevronnée qui a croisé la route d'un prédateur et celui d'une aventurière passionnée dont le goût du risque l'aurait conduite à une fin tragique et solitaire. Dans les jours qui ont suivi la date prévue de son arrivée à Vers, l'inquiétude grandissante de sa famille a déclenché une réponse massive de la part de la police de Fribourg. Une opération de recherche d'une ampleur exceptionnelle, dont le coût financier pour les services publics a sans aucun doute été très élevé, a été déployée et maintenue sans relâche pendant 9 jours consécutifs. Les moyens mis en œuvre étaient impressionnants et témoignaient de la gravité de la situation. Des équipes de secouristes en montagne, spécialisées dans les terrains les plus difficiles, ont été mobilisées pour explorer les pentes escarpées et les ravins dangereux. Des drones, équipés de caméras thermiques, ont survolé les zones inaccessibles à pied, scrutant la canopée dense de la forêt. Au moins 2 hélicoptères ont effectué des survols à basse altitude de la vallée de la Vera, offrant une perspective plus large et cherchant le moindre indice, la moindre couleur anormale dans ce camailleux de verts et de bruns. Mais de tous les moyens déployés, ce sont les unités canines, les fameuses Hundestaffel allemandes, qui ont fourni l'indice le plus crucial et de loin le plus déconcertant de toute l'enquête officielle. Les chiens, formés à la recherche de personnes, ont été mis sur la piste de Scarlett à partir de son point de départ à Totmousse. Ils ont réussi à capter son odeur et à la suivre avec précision le long de l'itinéraire qu'elle était censée emprunter. Mais la piste ne s'est pas terminée au fond d'un ravin, au pied d'une falaise ou au cœur de la forêt. Elle s'est arrêtée net, de manière abrupte et inexplicable, sur un parking situé à proximité immédiate du début du sentier de randonnée. Dans le jargon des enquêteurs, une piste olfactive qui se termine de cette manière sur une route ou un parking a une signification très spécifique et lourde de conséquences. La personne disparue est presque certainement montée à bord d'un véhicule. Cet unique et puissant élément de preuve a fait basculer toute l'enquête. La probabilité du scénario de la randonneuse perdue s'est effondrée. L'attention s'est détournée de l'idée d'un accident solitaire pour se concentrer sur des scénarios impliquant obligatoirement un tiers. 3 hypothèses principales ont alors émergé de cette découverte troublante. Soit Scarlett avait rendez-vous avec quelqu'un qu'elle connaissait, soit elle a accepté d'être prise en autostop par un inconnu, soit elle a été enlevée contre sa volonté. Après 9 jours de recherches intensives et infructueuses, sans le moindre signe de Scarlett, de son sac à dos rouge ou de sa tente, l'opération de terrain a été progressivement réduite. La mission de recherche et de sauvetage a pris fin, cédant la place à une enquête au long cours pour disparition inquiétante, désormais entre les mains de la Kriminalpolizei,
la police judiciaire de Waldshut-Tiengen. Les recherches officielles avaient atteint une impasse, laissant derrière elles un silence encore plus assourdissant qu'auparavant, et un seul indice, un indice profondément dérangeant qui ne pointait pas vers la forêt sauvage, mais vers le ruban de bitume de la civilisation. Alors que l'enquête officielle entrait dans une phase de latence, marquée par la bureaucratie et le manque de nouvelles pistes, un vide immense s'est créé. C'est dans ce vide qu'a émergé une figure totalement inattendue, un homme qui allait devenir le cœur battant de la recherche de Scarlett Salis, Joschka Hackl. Âgé de 27 ans, technicien événementiel de Bietigheim-Bissingen, Hackl n'avait absolument aucun lien avec Scarlett ou sa famille. Son implication a commencé par le plus pur des hasards. Un soir, en parcourant Facebook, il est tombé sur les appels à l'aide désespérés de Janina, la sœur aînée de Scarlett, publiés dans un groupe de randonnée régionale. Ému par la détresse de cette famille et de son propre aveu poussé par un certain ennui dû à l'arrêt de son secteur d'activité à cause de la pandémie, il a décidé d'agir. Il a envoyé un message à Janina proposant de créer une page Facebook dédiée pour centraliser les informations et coordonner les efforts. Ce qui a débuté comme un simple geste de gentillesse s'est rapidement transformé en une quête obsessionnelle, une mission qui allait consumer sa vie. En quelques jours, Joschka est devenu le leader de facto d'une équipe de recherche civile. Son dévouement était hors du commun. En mars 2022, alors que Scarlett était portée disparue depuis 542 jours, il estimait avoir personnellement ratissé une zone de 100 km², sacrifiant la quasi-totalité de ses week-ends et de ses jours de congé à cette cause. Cet engagement total a eu un coût personnel élevé. Les nuits blanches passées à analyser des cartes et des images satellites sont devenues la norme, provoquant des maux de tête chroniques. Une relation amoureuse naissante a pris fin prématurément, sa partenaire ne pouvant supporter que son esprit soit constamment accaparé par la recherche d'une inconnue. Il a investi son propre dinero et un temps précieux, des ressources qui auraient pu être allouées à sa propre vie, à sa propre richesse personnelle. Les méthodes de Hackl étaient tout sauf amatrices. Elles étaient méticuleuses, innovantes et d'une rigueur quasi professionnelle. Il a d'abord créé une carte détaillée de toute la région de la disparition, la divisant en 43 champs colorés, chacun représentant une zone de recherche spécifique, définie en fonction des itinéraires possibles, des théories et des probabilités. Dans une démarche particulièrement brillante, il a acheté le même modèle de smartphone que celui que Scarlett possédait. Il s'est ensuite rendu dans la zone de recherche pour tester la connectivité de l'appareil avec les différentes antennes relais, ce qui lui a permis de trianguler avec une plus grande précision la zone où elle avait probablement perdu le signal. Il a organisé des battues privées, a coordonné ses actions avec un pilote de drone bénévole qui a fourni des heures d'images aériennes et a même fait appel à une équipe cynophile privée, K9 Pro, pour réexaminer des zones clés où les chiens de la police avaient marqué des pistes. Pendant tout ce temps, il a maintenu une archive numérique colossale de ses efforts, comprenant 2567 photos et vidéos qu'il visionnait sans cesse, à la recherche du moindre détail qui aurait pu être manqué. Cette micro-entreprise de recherche a généré sa propre économie de bonne volonté, où les contributions n'étaient pas monétaires mais humaines, un effort collectif où les gagnants se mesuraient en espoir. La page Facebook qu'il a créée, nommée Bitfindet Scarlett, s'il vous plaît, trouvez Scarlett, est rapidement devenue le cœur numérique du mouvement. En quelques jours, elle a attiré des centaines, puis des milliers de membres, tous unis par le désir de retrouver la jeune randonneuse. Cette plateforme est devenue essentielle pour diffuser les informations officielles, organiser les recherches sur le terrain et surtout maintenir l'attention du public sur l'affaire, bien après que l'intérêt initial des médias se soit estompé. Cet activisme en ligne s'est traduit par des actions concrètes. Au début, des dizaines de volontaires ont répondu à ces appels, se rendant dans la forêt noire pour arpenter le terrain difficile. Bien que l'équipe de recherche physique se soit finalement consolidée autour d'un noyau dur d'une dizaine de personnes extrêmement dévouées, la communauté numérique est restée une force vive et indispensable. Les motivations de Joschka ont évolué au fil du temps. Ce qui avait commencé par de l'empathie s'est transformé en un défi, un puzzle complexe qu'il se sentait obligé de résoudre.
Un de ses amis proches a suggéré une motivation psychologique plus profonde, pensant que Joschka utilisait cette recherche pour fuir la solitude. La quête lui a donné un but et un sentiment d'appartenance, l'équipe partageant des repas et planifiant des voyages ensemble. Cependant, le tournant le plus profond s'est produit après sa rencontre avec le père de Scarlett, Ralph Salis, 1 an après le début de ses recherches. Le premier contact s'est fait par WhatsApp, au printemps 2021. Ralph a offert de donner 800 € au groupe de recherche pour couvrir les frais de carburant. Un geste qui était à la fois une contribution pratique et une reconnaissance officielle des efforts inlassables de Hackl. Leur première rencontre physique a eu lieu à Totmouth pour le premier anniversaire de la disparition de Scarlett. La rencontre a été intensément émotionnelle, culminant avec le père en deuil fondant en larmes dans les bras du jeune chercheur. Voir l'impuissance et le chagrin brut de ce père a transformé la recherche de Joschka. Le défi intellectuel est devenu une mission profondément personnelle. Le poids de l'espoir de la famille reposait désormais sur ses épaules, un fardeau qu'il sentait ne pas pouvoir décevoir. Une relation symbiotique puissante s'est alors nouée entre le père éploré et l'étranger déterminé. Pour Ralph Salis, un homme piégé dans un état d'incertitude insupportable, Hackl représentait l'action, le progrès et l'incarnation tangible de l'espoir. Pour Hackl, un homme qui ressentait peut-être un vide dans sa propre vie, la famille Salis lui a donné un but profond, une mission qui a donné un nouveau centre à son existence. Leur dynamique a créé une boucle de rétroaction. L'espoir du père nourrissait la recherche acharnée de Hackl, et la recherche de Hackl, à son tour, entretenait l'espoir du père. C'était un lien poignant, complexe et chargé d'émotions, né du silence laissé dans la forêt noire. Le temps, dans les affaires de disparition, est un ennemi impitoyable. Chaque jour qui passe efface les traces, refroidit les pistes et émousse les mémoires. Après près de 2 ans, l'enquête sur la disparition de Scarlett Salis était entrée dans cette phase critique, où le silence de la forêt semblait avoir gagné la partie. Les recherches sur le terrain, malgré la persévérance de Joschka Hackl et de son équipe, ne donnaient plus de résultats significatifs. Pour les enquêteurs de la Kriminalpolizei, il était devenu évident qu'une nouvelle stratégie s'imposait, une stratégie capable de briser le mur du silence. La décision fut prise de porter l'affaire sur la scène nationale, une démarche représentant un investimento financiero et logistique considérable, mais qui offrait le seul espoir de relancer une enquête au point mort. Le 29 juin 2022, le visage de Scarlett Salis a illuminé les écrans de télévision de toute l'Allemagne. Son histoire a fait l'objet d'un reportage dans Aktenzeichen XXL. Vermisst, une édition spéciale de l'émission de criminalité la plus célèbre et la plus ancienne du pays, diffusée sur la chaîne ZDF. C'est l'équivalent allemand de Faites entrer l'accusé ou America's Most Wanted, un programme qui a fait ses preuves en matière de résolution d'affaires grâce à l'aide du public. L'inclusion du cas de Scarlett n'était pas anodine. C'était un appel à l'aide à grande échelle. Une tentative de transformer des millions de téléspectateurs en un réseau de surveillance nationale, espérant que quelqu'un, quelque part, détienne une information cruciale. Le gagnant potentiel d'une telle exposition médiatique était incalculable, chaque appel pouvant être la clé qui ouvrirait enfin la porte du mystère. L'effet de la diffusion a été immédiat et spectaculaire. Dans les heures et les jours qui ont suivi, le standard téléphonique du commissariat de Waldshut-Tiengen a été pris d'assaut. Environ 80 témoignages et pistes distinctes ont été reçus, une avalanche d'informations qui a démontré la puissance de frappe du programme. Les appels couvraient un large éventail de possibilités. Certains téléspectateurs, la mémoire ravivée par le reportage, pensaient avoir vu Scarlett aux alentours du 10 septembre 2020. D'autres affirmaient avoir aperçu son sac à dos rouge, si caractéristique, abandonné quelque part dans le sud de la forêt noire. Une information particulièrement précise provenait d'un appelant qui prétendait avoir trouvé un des articles que Scarlett avait acheté au supermarché de Totmouth le matin de sa disparition. Chaque information avait une valeur potentielle, même si la plupart se révéleraient être des impasses. La police s'est attelée à la tâche titanesque de vérifier chaque piste. Un travail long et fastidieux mais indispensable. Cependant, le développement le plus tangible et le plus prometteur est survenu plusieurs semaines après l'émission. Une femme,
dont l'attention avait été attirée sur l'affaire par le reportage, a fait une découverte troublante. En se promenant non loin du sentier du Schluchtensteig, elle a trouvé une paire de lunettes de soleil. Celle-ci ressemblait étrangement à la paire au verre teinté d'orange que Scarlett était connue pour posséder. C'était une avancée potentiellement majeure, un objet physique qui pouvait enfin parler. Les lunettes ont été immédiatement remises aux enquêteurs pour une analyse ADN, une procédure dont le custo est élevé, mais qui pourrait fournir une preuve irréfutable. Pour Joschka Hackl, qui suivait l'affaire de près, cette découverte a été un tournant. Elle a renforcé sa conviction croissante que Scarlett n'avait pas été victime d'un accident, mais d'un crime. L'effet Aktenzeichen XXJAK a cependant mis en lumière la nature complexe de l'exposition médiatique dans ce type d'affaires. Si les 80 appels ont démontré une capacité immense à mobiliser l'attention du public, le fait qu'aucun n'ait encore permis de résoudre l'affaire suggère qu'une grande quantité d'informations ne garantit pas des pistes de qualité. De plus, le moment de la découverte des lunettes est un détail critique et profondément ambigu. Le fait qu'un indice aussi potentiellement crucial n'ait été trouvé qu'après des années de recherches intensives, menées par des professionnels et des civils extrêmement motivés qui avaient retourné chaque pierre de la région, soulève deux possibilités distinctes et troublantes. La première, plus optimiste, est que cela souligne simplement l'immense difficulté de localiser un petit objet dans un environnement aussi vaste et accidenté. Les lunettes auraient pu être cachées par la végétation, déplacées par les intempéries ou des animaux, passant inaperçues malgré la vigilance des chercheurs. La seconde possibilité est beaucoup plus sinistre. Elle suggère que les lunettes n'étaient tout simplement pas là pour être trouvées avant la diffusion de l'émission. Ce scénario ouvre la porte à l'hypothèse d'une manipulation. L'intense pression médiatique aurait-elle pu pousser quelqu'un, le responsable de la disparition de Scarlett, à se débarrasser d'un objet compromettant longtemps après les faits? L'objet aurait-il été délibérément placé là pour orienter l'enquête sur une fausse piste, loin de la vérité? Cette découverte, au lieu d'apporter des réponses, a épaissi le mystère, ajoutant une couche de complexité et de suspicion. C'était un indice tangible, enfin, mais un indice silencieux dont l'histoire restait à déchiffrer. La forêt avait rendu un de ses secrets, mais celui-ci était enveloppé dans une nouvelle énigme. Dans le vide assourdissant laissé par la disparition de Scarlett Salis, où les faits concrets sont aussi rares que précieux, les théories ont proliféré comme une végétation sauvage, chacune tentant de donner un sens à l'inexplicable. L'absence de preuves tangibles, pas de corps, pas de scène de crime, pas de témoins, a transformé cette affaire en un miroir où se projettent les pires craintes et les spéculations les plus rationnelles. Pour la famille et les enquêteurs, chaque hypothèse représente une voie narrative différente, un chemin mental qui mène à une conclusion potentielle, mais aucune n'offre la certitude. Ce fardeau de l'incertitude a un custo émotionnel incalculable, une dette de chagrin qui ne cesse de croître avec le temps. 3 scénarios principaux ont émergé, 3 récits distincts qui s'affrontent dans le silence de la forêt noire, l'accident tragique, le crime crapuleux ou la disparition volontaire. La première théorie, celle de l'accident, est peut-être la plus simple, mais pas la moins complexe. Elle postule que Scarlett, fidèle à son esprit aventureux et intrépide, aurait délibérément quitté le sentier balisé du Schluchtensteig. Poussée par le désir d'une vue imprenable ou d'une photographie spectaculaire, un comportement suggéré par ses publications passées sur les réseaux sociaux, elle se serait aventurée sur un chemin non officiel, une corniche rocheuse dangereuse, comme la zone près de la Felsenhütte que Joschka Hackl avait identifiée comme une zone de recherche prioritaire. Dans ce scénario, une simple glissade, une perte d'équilibre, l'aurait fait chuter dans une partie reculée et inaccessible du ravin. Son corps et son équipement, y compris son sac à dos rouge vif, y seraient restés cachés, dissimulés par la topographie accidentée et la végétation dense. Les partisans de cette théorie s'appuient sur la personnalité même de Scarlett, sa nature Scully, décrite comme étant sans peur. Le valeur qu'elle accordait à l'expérience authentique, à l'aventure pure, aurait pu l'emporter sur la prudence. La forêt noire elle-même est un environnement vaste et perfide où un tel accident est tout à fait plausible. Cependant,
cette théorie se heurte de plein fouet à l'indice le plus important de toute l'enquête officielle, la piste olfactive des chiens qui s'arrête net au parking. Cet élément sape gravement l'hypothèse de l'accident, car il suggère fortement qu'elle a quitté la zone dans un véhicule, et non à pied. De plus, comment expliquer que des années de recherche exhaustive, un investimento colossal en temps, en dinero et en ressources humaines de la part de la police et des civils n'ait jamais permis de retrouver la moindre trace d'elle ou de son équipement si visible? La probabilité qu'un sac à dos rouge vif reste indétectable pendant si longtemps, même dans une forêt dense, semble incroyablement faible. La deuxième théorie, celle de l'acte criminel, est devenue de plus en plus prépondérante à mesure que le temps passait. Dans ce scénario, Scarlett a bien atteint le parking près du début du sentier, comme l'indique la piste des chiens. Là, elle est montée dans un véhicule. Que ce soit de son plein gré en acceptant l'offre d'un automobiliste ou qu'elle y ait été forcée, reste une question ouverte. À un moment donné, après avoir quitté ce parking, elle aurait été victime d'un crime. Cette hypothèse est la seule qui s'aligne parfaitement avec la preuve la plus solide de l'affaire, la piste canine. Elle offre également une explication logique à l'absence totale de ces affaires. La disparition de son sac à dos, de sa tente, de son téléphone et de tout le reste suggère un effort délibéré pour effacer toute trace, pour faire disparaître non seulement la victime, mais aussi tous les objets qui pourraient mener à elle. La découverte tardive des lunettes de soleil, des semaines après la diffusion de l'émission Aktenzeichen XXR, peut également être interprétée comme un élément à charge. S'agissait-il d'une erreur commise par un coupable se sentant sous pression, qui se serait débarrassé d'un objet compromettant, ou d'une manœuvre pour semer la confusion? Cette théorie dessine le portrait d'un prédateur qui aurait vu en Scarlett une proie facile, une opportunité pour un gagnant sinistre et tordu. Mais cette théorie a aussi une faiblesse majeure, l'absence totale de preuves directes. Il n'y a aucun témoin d'un enlèvement, aucun signe de lutte n'a jamais été découvert et les autorités n'ont jamais publiquement identifié de suspects ou de personnes d'intérêt. L'enquête est dans une impasse, sans ADN étranger, sans véhicule suspect, sans mobile apparent. C'est une théorie construite sur une déduction logique, mais qui manque cruellement de fondation matérielle. Enfin, la troisième possibilité, souvent évoquée dans les cas de disparition à long terme, est celle d'une disparition volontaire. Ce scénario, connu en allemand sous le nom d'Ausstieg, sortie ou retrait, suggère que Scarlett aurait orchestré sa propre disparition pour commencer une nouvelle vie, loin de tout et de tous. C'est une théorie de dernier recours, fondée davantage sur l'absence de preuves concluantes pour un accident ou un crime que sur des indicateurs positifs. Cependant, cette hypothèse est en profonde contradiction avec tout ce que l'on sait du caractère et de la situation de Scarlett. Elle était décrite comme extrêmement fiable et était en contact régulier et positif avec sa famille, dont elle était très proche. Elle venait de terminer une longue randonnée avec sa mère et avait des projets de voyage futurs. Rien n'indique qu'elle souffrait d'une détresse personnelle, financière ou psychologique grave qui aurait pu la pousser à une rupture aussi radicale et permanente. Elle avait économisé son dinero et planifié son avenir. Abandonner tout cela reviendrait à renoncer à toute la riqueza de ses relations et de ses rêves. Dans ce vide de certitude, il est intéressant de noter la critique plus large de la manière dont de tels cas sont parfois traités. Dans le contexte de la disparition, sans lien mais tout aussi ambigu, de Yolanda Klug, le journaliste allemand chevronné Peter Jamin a critiqué la police pour avoir enquêté sur les soupçons de crime de manière trop hésitante et pour avoir négligé d'explorer les liens potentiels entre les affaires. Bien qu'aucun lien n'ait jamais été établi entre les cas Salis et Klug, le commentaire de Jamin soulève une question systémique potentielle, où les disparitions ambiguës risquent d'être traitées comme des opérations de recherche et de sauvetage pendant trop longtemps, faisant perdre un temps précieux à une éventuelle enquête criminelle. Au-delà des théories froides et des analyses logiques, le cœur de l'affaire Scarlett Salis bat au rythme d'une tragédie profondément humaine, une histoire de perte et d'espoir incarnée par la relation poignante entre le père de Scarlett, Ralph Salis, et l'étranger qui a fait de sa quête la sienne, Joschka Hackl. Leur lien s'est tissé au printemps 2021, lorsque Ralph, observant de loin les efforts acharnés de ce jeune homme,
a pris l'initiative de le contacter. Son premier message sur WhatsApp était à la fois simple et puissant. Une offre de 800 € pour aider à couvrir les frais de carburant du groupe de recherche. Ce geste, bien plus qu'un simple don de 10 €, était une validation, l'adoubement officiel par la famille des efforts de Joshka. C'était la reconnaissance qu'un inconnu portait désormais sur ses épaules une partie de leur fardeau. À partir de là, leur communication est devenue plus profonde, plus personnelle. Ils se sont rencontrés pour la première fois à Totmous, sur les lieux mêmes de la disparition, le jour du premier anniversaire de celle-ci. L'atmosphère était lourde de chagrin. La rencontre a culminé dans une étreinte déchirante, le père en deuil s'effondrant en larmes dans les bras du jeune chercheur. À cet instant, Joshka a cessé d'être un simple organisateur de recherche. Il est devenu un confident, un allié, un prolongement de la volonté du père. Après cette rencontre, la dépendance de Ralph envers Joshka s'est accrue. Il est devenu par procuration les yeux et les jambes du père, un homme plus jeune et plus agile, capable de parcourir les terrains escarpés que Ralph, un fabricant de meubles, ne pouvait plus affronter. Un échange constant s'est installé entre eux. Joshka envoyait des photos de ses recherches dans la forêt, des images de sentiers et de ravins, et en retour, Ralph partageait des fragments de la vie de Scarlett, des photos de son appartement, de ses chats, des souvenirs d'une vie brutalement interrompue. Cet échange, cependant, portait un poids psychologique immense. L'espoir du père, canalisé par des messages fréquents et pleins d'attentes, est devenu un fardeau lourd à porter pour Joshka. Il a parfois admis que la pression était trop forte, le sentiment de ne pas pouvoir décevoir cette famille, le rongeant de l'intérieur. Pourtant, le lien a tenu bon, forgé dans la douleur partagée. Pour le 2e anniversaire de la disparition, Joshka a rejoint Ralph et sa femme pour parcourir le chemin exact que leur fille aurait dû emprunter. Un pèlerinage sombre et silencieux, une communion dans le deuil et les questions sans réponse. La véritable riqueza de cette histoire ne réside pas dans une résolution potentielle, mais dans cette démonstration de solidarité humaine face à l'insupportable. Le temps n'a pas apaisé la douleur. En octobre 2024, soit plus de 4 ans après la disparition, Ralph Salis continuait de chercher activement sa fille. Son visage, marqué par le chagrin mais animé d'une détermination sans faille, est apparu dans une émission de télévision allemande, Hallo Deutschland. Ces mots, prononcés avec une simplicité déchirante, ont résonné dans tout le pays. Un enfant ne devrait pas devenir un souvenir. Cette phrase résume à elle seule la quête de ce père, un refus obstiné de laisser le silence l'emporter, un combat pour que le nom et l'existence de Scarlett ne se dissolvent pas dans le temps. Son chagrin durable et la promesse inébranlable de Joshka restent le noyau émotionnel de ce mystère tragique, un testament poignant du besoin humain fondamental d'obtenir des réponses face à un vide insoutenable, quel qu'en soit le custo personnel. L'affaire Scarlett Salis est un mystère défini non pas par ce qui a été trouvé, mais par ce qui manque. C'est une histoire construite sur une absence profonde et déconcertante de preuves. Pas de corps, pas de scène de crime, pas de témoins. Après que l'image de la caméra de surveillance s'estompe, il n'y a que le silence. Pourtant, de ce vide a émergé un récit extraordinaire de résilience et de dévouement. La recherche acharnée menée par la communauté Bitfine et Scarlett est un témoignage moderne de la puissance des citoyens enquêteurs. Mais en fin de compte, l'héritage durable de cette affaire est celui d'une incertitude insupportable pour ceux qui restent. La détermination silencieuse d'un père à continuer de chercher pour que sa fille ne devienne pas qu'un souvenir est le reflet de cette réalité. Le silence qui s'est abattu sur la forêt noire le 10 septembre 2020 continue de résonner, laissant une question obsédante et sans réponse. Où est Scarlett Salis? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à Traces perdues pour continuer à explorer les affaires qui défient le temps.